À Liosvik, on savait accueillir les marins comme si l'on venait tout juste de les arracher aux mâchoires de la mer. Ce soir-là, une fumée tiède glissait au-dessus des maisons du rivage, le feu dansait aux fenêtres, et toute la rue semblait respirer d'un même souffle, gonflée d'attente. Déjà, on montait vers la grande salle des festins dans un tumulte joyeux. L'un portait une brassée de bûches, l'autre roulait un tonnelet, un troisième se pressait seulement pour s'installer au plus près de l'âtre, avant que l'on y soit serré, comme dans un bateau, quand l'orage se lève. La salle était longue et basse, charpentée de grosses poutres qui sentaient le vieux bois et la fumée. Sur les tables, des tranches de viande et du pain attendaient les mains. Les écuelles luisaient, et les cornes pleines passaient si vite de paume en paume qu'on aurait dit qu'on n'y versait pas du miel fermenté, mais du courage. Arvid entra plus tard que les autres, et cela se vit aussitôt, bien qu'il ne cherchât pas les regards. C'était de ceux qui n'ont pas le don de l'effacement. Grand, large d'épaules, aimanté. Il portait l'habit simple des hommes de mer, mais une bourse alourdie de butin battait à sa ceinture, et sa manière de se tenir disait assez que le voyage avait été bon. Il souriait largement, tranquillement, comme un homme qui croit à sa chance et n'a pas peur de le dire. On l'accueillit à pleine voix. Des mains se tendaient, des paumes frappaient son dos, on l'assaillait de questions. Qui avais-tu vu? Où es-tu allé? Que racontent les rivages étrangers? Il répondait sans se faire prier, avec une assurance légère, et dans chacun de ses mots vibrait ce qui poussait tant d'hommes à repartir encore et encore. L'ivresse du risque, l'orgueil, la foi dans la bonne étoile. Il leva sa corne, but une gorgée, puis déclara que la mer, cette fois, ne l'avait pas pris, donc qu'elle n'était pas encore rassasiée de sa vie. On rit, on gronda d'approbation, et la plaisanterie se mit à courir dans la salle comme une étincelle sur de la paille sèche. Singh arriva ni parmi les toutes premières, ni lorsque la fête avait déjà franchi sa moitié et que les voix devenaient trop hautes, trop faciles. Elle entra comme sans hâte, mais son regard restait vif, prompt, attentif à tout. Beaucoup connaissaient la fille du charpentier de navire, et pas seulement parce qu'elle était belle. Elle savait sourire d'une façon qui rendait les jambes plus sûres, même après une journée entière à se laisser tordre par le vent. Elle savait dire un mot qui ne blessait pas, et pourtant touchait juste. Toril demeurait près d'elle, amies depuis longtemps. Elles étaient venues voir les hommes, jauger les bravades, jouer des yeux comme on joue d'un couteau qu'on tient bien. La fête prit de la force. On chantait, on se contredisait, on refaisait la route, on se coupait la parole sans que personne ne s'en offense. C'était une joie trop grande pour tenir dans une seule bouche. À un moment, quelqu'un proposa des jeux. On jouait partout où les gens se rassemblaient et où l'on pouvait déposer quelque chose sur l'autel de la chance. Une pièce d'argent, un couteau, un morceau d'étoffe, parfois seulement le droit de parler plus fort que les autres. On poussa les tables pour ménager de la place à plusieurs cercles. Les dés claquèrent sur le bois, les mises tintèrent, les voix bourdonnèrent. Arvid se retrouva avec des hommes qu'il connaissait depuis l'enfance. Et tout en lui semblait accordé à la victoire, comme si, au lieu de jouer, il poursuivait simplement son voyage. Sauf qu'ici, à la place des vagues, c'étaient les regards qui se levaient et retombaient. Il lançait avec aplomb, et la chance marchait derrière lui. Un à un, perdaient ceux qui, un instant plus tôt, riaient et juraient de le remettre à sa place. Arvid haussait les sourcils, souriait, disait qu'il était né sous un bon signe et que ce n'était pas pour rien qu'il revenait les mains pleines. Il n'était pas grossier, mais il y avait assez de contentement dans sa voix pour donner à certains l'envie de lui effacer ce sourire, non pas d'un point, mais d'un gain arraché à sa veine. Signe, d'abord, regarda de loin. Assise un peu à l'écart, une corne à la main, elle écoutait les hommes se quereller, riait là où il fallait rire. Mais plus Arvid gagnait,
plus montait l'impression qu'il s'installait trop aisément en maître de ce cercle. Et en elle, réchauffée par l'hydromel et par l'allégresse commune, se leva le désir de faire quelque chose de simple, de vivant, pour que cet homme sûr de lui cesse, ne serait-ce qu'un battement de cœur, d'être invincible. Elle se leva et s'approcha. Sans brusquerie, sans provocation. Comme quelqu'un qui ne demande pas la permission d'exister. Quelqu'un gloussa. « Voilà, maintenant tout va changer. » On se poussa, on lui fit une place, et Signe s'assit face à Arvid, posa la main sur la table avec un calme d'habitué, comme si elle avait passé sa vie à jouer avec des guerriers sur leur propre mise. Elle prit les dés, les fit rouler un instant entre ses doigts, et Arvid remarqua qu'ils étaient solides, ces doigts-là, faits pour le travail, pas pour la parure. Puis elle dit, sans élever la voix, mais assez pour être entendue des proches, « Il gagnait depuis trop longtemps, et il commençait à croire que c'était sa nature. Qu'il montre donc à la chance qu'elle ne lui doit rien. » Et elle sourit, comme si ce n'était qu'une épreuve amusante, rien de plus. Arvid eut un rictus. Il voulut répondre d'un mot bravache, comme on attend des hommes, mais il se contenta de dire tout simplement, comme on parle dans la vraie vie, « Si elle veut jouer, il jouera. Seulement, qu'elle ne se fâche pas quand la chance le choisira encore. » Signe hocha la tête, comme si elle savait déjà. Elle lança et gagna. Une seconde, le cercle se figea. Puis on éclata de rire. Quelqu'un frappa la table de la paume, heureux qu'enfin il arrive quelque chose de neuf. Arvid retint son sourire, mais ses yeux s'assombrirent d'intérêt. Il lança à son tour, sûr de lui, sec, et perdit. Signe relança et reprit l'avantage. Encore et encore. Il se pencha vers elle, comme pour mieux examiner les dés, alors qu'il les voyait parfaitement. Il dit qu'elle avait dû apprendre auprès de son père. Les charpentiers de navires savent comment gouverner ce qui paraît indomptable. Et là, entre eux, jaillit quelque chose qu'il est difficile d'expliquer, parce que cela ne naît pas des mots. C'était dans la façon dont son regard s'attarda sur ses lèvres quand elle sourit, dans le fait qu'elle ne détourna pas les yeux la première, alors qu'elle l'aurait pu, dans le geste, presque imperceptible, avec lequel il repoussa un coude étranger pour lui faire la place, comme si nul n'avait le droit de la bousculer là. Dans la manière dont elle vit ce geste, fit semblant de ne pas l'avoir vu, et pourtant laissa sa respiration se hâter. Tori l'observait. Elle gardait son sourire comme on porte un masque, et riait elle aussi. Elle goûtait la fête à sa manière. Le jeu continua. Ils s'échangèrent des plaisanteries pas méchantes, de celles qui réchauffent. Arvid admit qu'il aimait perdre contre elle, parce que pour une fois, cela lui donnait le sentiment que la chance peut se mériter autant que se saisir au vol. Signe répondit qu'il lui ferait du bien, parfois, de regarder la terre, pour ne pas oublier où l'on revient tous, même les plus vénards. Il rit et dit que, de toute façon, nous finirons tous dans la terre. Autour d'eux, le vacarme roulait. On réclamait encore de l'hydromel, on chantait, on disputait le prix du sel et des étoffes. Pourtant, entre eux, une mince bande de silence venait de naître, comme une eau lisse entre deux vagues. Arvid la regardait, et dans sa nature têtue, droite, quelque chose était déjà en train de se décider, même s'il n'avait encore rien prononcé. Signe le sentait, à la façon dont il posait les yeux sur elle. Comme on sent la chaleur du feu, sans toucher la flamme. Elle se leva la première. Non pas qu'elle voulût s'en aller, elle avait seulement besoin d'air, là où la fumée mord moins. Arvid se leva aussi, comme si cela allait de soi. Il ne lui saisit pas la main, ne fit pas de geste éclatant. Il dit seulement qu'il la conduirait jusqu'à la porte, parce que la salle était pleine et que quelqu'un finirait bien par marcher sur l'ourlet de sa cape. C'était dit simplement, pour la forme, et pourtant,
Cela sonna comme s'il lui donnait déjà une place dans un monde où l'on veille sur elle. Près de la porte, l'air était plus froid, et Signe sentit l'hydromel dans son sang céder la place à une clarté neuve. Elle jeta un regard derrière elle, la salle, le feu, les gens qui riaient comme si la mer n'existait pas demain. Arvid se tenait à côté. Il sentait le vent et le bois, et aussi quelque chose d'inédit, semblable à une promesse encore muette. Il dit qu'il n'avait pas eu, depuis longtemps, un soir qui se retienne, non pour le butin ou la bagarre, mais pour une parole partagée et pour la chaleur. Et, pour la première fois, elle sentit que cette histoire ne s'arrêterait pas sur le seuil de la grande salle. Puis il ajouta qu'il retournait vers les siens, mais que, demain, si elle était au chantier naval ou du côté de la grève, il aimerait la revoir. Il le dit sans fanfaronnade, sans théâtre. Signe ne lui accorda pas, même là, une victoire facile. Elle sourit et dit que demain, elle avait affaire comme tout le monde. Mais s'il se trouvait au même endroit, ce ne serait plus son affaire à elle. Ce serait sa chance, à lui. Et pour son propre bonheur, qu'elle ne lui soit pas aussi complaisante qu'aujourd'hui. Puis elle s'enfonça dans la nuit, laissant derrière elle une traîne de fumée et d'hydromel, et ce vide tiède où, déjà, la tente commençait à pousser. Arvid regagna la salle, mais les rires et le claquement des dés n'avaient plus la même couleur. Il remporta encore quelques manches, la victoire, pourtant, ne lui réchauffait plus les doigts comme avant. Tori l'observait de son côté, et pour la première fois de la soirée, ne sourit pas vraiment. Elle comprit que Signe, sans le vouloir, venait de se retrouver une fois de plus au centre des regards, et que, cette fois, l'envie ferait plus mal. Cette nuit-là, la grande salle continua longtemps de bourdonner, mais pour Signe, la fête s'acheva avant la fin des chants. Elle remonta la rue sombre vers la maison de son père, avec, dans le dos, les éclats de rire et le martèlement des dés. Tout cela sonnait déjà comme une musique étrangère, comme si on l'avait tirée du cercle commun pour la poser dans un autre, nouveau. Quelque chose d'incompréhensible battait dans sa poitrine. Une fois chez elle, elle n'alluma pas le feu tout de suite. Elle resta près de la porte, à écouter la mer remuer dans l'obscurité. Il lui semblait que le goût du miel restait accroché à ses lèvres et que dans sa tête demeurait son regard, lourd, sûr de lui, et de façon inattendue, attentif. Au matin, Signe se rendit au chantier plus tôt qu'à l'ordinaire. Pas parce qu'elle voulait croiser Arvid, elle ne se l'aurait pas avoué, même à elle-même. Simplement, son père avait du travail, et elle aussi. Il fallait trier les planches, réchauffer la poix, vérifier les cordages, et après une nuit de liesse, la besogne semble toujours plus vaste que la veille. Elle remonta ses manches, reprit les gestes connus, s'efforça d'écouter seulement le bois et l'eau, mais chaque fois que des pas résonnaient sur le platelage, son cœur, obstiné, bondissait. Arvid arriva vers midi, comme s'il lui laissait exprès le temps de faire semblant de ne pas l'avoir attendu. Il s'arrêta à distance, n'entra pas de suite dans la conversation, respectant son espace. Il salua son père d'une poignée franche, d'homme à homme, sans parole en trop, et seulement ensuite tourna les yeux vers Signe. Dans ce regard, il n'y avait plus le défi joyeux de la veille. Il y avait quelque chose de calme, presque grave. Le visage de quelqu'un qui vient de découvrir, sans l'avoir cherché, ce qui donne envie de revenir au village. Le père de Signe, homme sévère, habitué aux gens de mer, le remarqua à sa manière. Il ne s'en mêla pas. Il les surveillait du coin des yeux, comme s'il évaluait Arvid, non en soupirant, mais en possible allié de la famille. À Liosvik, on ne jugeait pas l'ardeur. On regardait comment un homme se tenait au travail. Arvid ne gênait pas, ne restait pas planté là à faire le fier. Il retroussa ses manches et se mit à la tâche, comme si ce chantier,
Ce bois lui appartenait. Il maintenait les planches bien d'équerre, tendait l'outil au bon moment, ne grognait ni contre la poix qui colle aux doigts, ni contre le vent froid qui s'insinue sous les vêtements. Signe le vit, ne le dit pas, mais quelque chose en elle se dénoua. La veille, il avait été bruyant dans la salle, triomphant au jeu, un homme que tous connaissent et respectent. Aujourd'hui, il se tenait près d'elle et travaillait, simplement. Et cela le rendait plus proche, plus lisible. Il lui plaisait qu'il ne cherche pas à l'éblouir avec des mots. Il l'impressionnait par la façon dont il posait le pied sur une planche mouillée, gardait l'équilibre, ne lâchait pas la corde avant que l'autre n'ait repris la prise. Dans un village de rivage, ces petites choses valaient davantage que les promesses. Après le travail, ils se retrouvèrent presque seuls sur la grève. Les gens s'étaient dispersés, l'un vers la maison, l'autre vers le bétail, un autre encore vers les filets. L'eau était sombre, lourde, et le vent sentait le sel. Arvid dit qu'il lui faudrait repartir bientôt, quand viendraient les préparatifs du printemps, et il ne le prononça pas comme une menace pour l'avenir, mais comme une nécessité qu'il avait lui-même choisie. Signe se tut, les yeux sur le fjord. Elle connaissait cette loi depuis l'enfance. Elle savait que les hommes partent parce que la mer nourrit et que la terre n'est pas toujours généreuse. Elle savait que le retour n'est jamais une simple promesse. Pourtant, l'entendre de sa bouche à lui était plus difficile que de la bouche de n'importe quel autre. Comme s'il le sentait, il dit doucement, avec cette plénitude qu'on a quand on cherche à ne pas blesser. Il ne veut pas laisser derrière lui un creux. Il veut qu'elle ait le sentiment qu'il ne fait pas que courir la mer, qu'il revient vers elle. À partir de ce jour, tout alla vite, mais pas comme dans une histoire qu'on se raconte au coin du feu. Vite comme la vie, quand deux adultes commencent tout à coup à se trouver dans chaque tâche ordinaire. Arvid se mit à paraître plus souvent au chantier et sur le rivage. Parfois, il apportait quelque chose de simple, une belle pièce de tissu pour sa mère, un cordage neuf pour son père, un peu de sel dans un petit sachet, comme par hasard. Ce n'était pas de la richesse, c'était de l'attention. Signe l'accueillait sans coquetterie. Elle ne se transformait pas pour lui, ne cherchait pas à devenir plus douce, ni plus silencieuse. Elle restait elle-même, et c'était, semblait-il, ce qui l'attachait le plus. Toril, un temps, resta près d'elle comme avant. Elle venait chez Signe, apportait des nouvelles, riait comme si tout allait bien, comme si elle se réjouissait sincèrement. Pourtant, dans son sourire, la tension revenait de plus en plus souvent. Elle essayait de placer un mot quand Signe et Arvid échangeaient un regard, de ramener la conversation vers elle. Par moments, elle parlait plus fort qu'il ne fallait, pour que tout le monde entende. Elle aussi est là, elle aussi compte. Le temps passa, et les sentiments ne firent que se serrer davantage. Le printemps, à Liosvik, n'a rien de tendre. Il arrive d'un coup, porté par un vent mouillé, de l'eau froide sous les pieds et du travail qui casse le dos. Sur la grève, on commença à préparer les navires. Les hommes allaient et venaient d'un pas affairé, vérifiaient les planches, la poix, les voiles, le fer. Dans l'air revenait cette tension d'avant le départ. Chacun fait comme si tout était ordinaire, alors qu'au-dedans, l'adieu a déjà commencé. Arvid semblait plus silencieux ces jours-là. Pas plus doux, non. Il riait toujours avec les autres et parlait avec assurance. Mais près de Signe, une concentration nouvelle apparaissait en lui. Il cherchait à la voir davantage. Il passait le matin, quand il le pouvait. Il restait le soir, jusqu'à ce que le jour baisse. Parfois, il marchait simplement côte à côte le long de l'eau et parlait de rien, comme pour tromper le destin. Si l'on parle du simple, alors le terrible n'arrive pas. Un soir de ce genre, il s'arrêta, tira de sa ceinture une petite fibule d'argent, pas très coûteuse,
mais soigneusement faite, et la lui tendit. Il dit que ce n'était pas ce à quoi il pensait vraiment, mais qu'elle la garde en souvenir, en attendant qu'il revienne avec ce qu'il avait promis. Puis il ajouta, presque en riant pour masquer le sérieux, il lui rapporterait la plus belle des bagues. Non parce qu'elle a besoin d'une bague, mais parce que lui a besoin qu'elle sache qu'il reviendra non seulement les mains pleines, mais le cœur plein aussi, avec des intentions qui ne plaisantent pas. Signe regarda l'argent, puis le regarda lui. Elle aurait pu répondre d'une pointe, plaisanter comme d'habitude. Au lieu de cela, elle dit seulement qu'elle l'attendrait, puisqu'elle l'aimait. Le jour du départ arriva trop vite. Le matin était gris, transparent, froid comme du métal. Le navire attendait au bord de l'eau, prêt, tel un animal qu'on vient de détacher. Les hommes tournaient autour, resserraient les sangles, contrôlaient les nœuds, parlaient moins que d'ordinaire. Les femmes restaient un peu à l'écart. Certaines tenaient des enfants, d'autres se tenaient elles-mêmes pour ne pas pleurer. À Liosvik, on n'aimait pas faire des adieux une scène. Les larmes n'étaient pas interdites, mais on ne les étalait pas. La mer ne respecte pas ceux qui supplient trop fort. Signe vint tôt sur la grève. Elle se tenait droite, le visage calme, comme quelqu'un qui sait garder une parole et ne la gaspille pas en pitié pour soi. Mais au-dedans, tout tremblait. Arvid s'approcha, prit ses mains dans les siennes, les réchauffa un instant. Il voulut dire quelque chose de grand. Il dit quelque chose de simple. Il reviendra. Signe ne pleura pas. Elle leva les yeux vers lui, et il y avait dans son regard un amour si nu que, l'espace d'une seconde, son souffle se brisa. Arvid partit vers le navire. Déjà sur le platelage, il se retourna. Signe restait immobile sur la grève, comme si elle faisait partie du paysage. Il leva la main, elle répondit. Puis on repoussa le bateau, les rames frappèrent l'eau, et le fjord les reçut comme il reçoit tout ce qui s'en va. Les premières semaines, l'attente parut vraiment légère. Signe travaillait, aidait son père, riait avec les femmes, reprenait des vêtements, allait à l'eau. Parfois, elle se surprenait à sourire sans raison. Son cœur était pris, oui, mais pas comme un fardeau, plutôt comme une chaleur sûre. Il reviendra, et tout continuera. Toril passa plus souvent qu'avant. Elle parlait doucement, presque avec tendresse. Tout ira bien. Bientôt Signe sera fiancé, et au mariage, on boira tant d'hydromel que personne ne se souviendra des noms. Signe souriait, remerciait. Dans ses mots, elle ne sentait pas encore le danger. Pas encore. Mais un soir, le silence fut si profond, et la mer froissa si doucement le rivage, que Signe se surprit à désirer autre chose que sa propre assurance. Elle voulut sa voix, à lui. Un seul mot, une seule nouvelle, pour que l'attente cesse d'être uniquement son fardeau. Elle se gronda pour cette faiblesse, comme se grondent les orgueilleux, les patients. Et pourtant, pour la première fois, quelque chose la piqua au cœur. La route avait commencé, et désormais tout dépendrait non de sa force, mais de la mer et du temps. Elle descendit jusqu'à l'eau, resta immobile à écouter le fjord respirer dans la nuit. Au loin, un oiseau cria. Signe remonta le col de sa cape et se souffla, presque à voix basse, que l'amour ne doit pas craindre la route. Et pourtant, en rentrant, elle se retourna vers la ligne sombre de l'eau, comme si elle attendait d'y voir surgir un signe, une marque, un présage, une promesse de retour proche. Le printemps passa comme tout passe dans un village de rivage, vite, humide, chargé de besogne. Signe se tint paisible, presque légère, comme si attendre n'était pas une épreuve,
mais une partie de la vie, au même titre que les tempêtes et les jours plats. Elle se levait tôt, aidait son père, allait au chantier, savait où chaque chose se trouve, à qui parler, à qui sourire, à qui répondre d'une voix égale pour couper court aux questions inutiles. Sa vie ne s'était pas arrêtée parce qu'Arvid avait pris la mer, et, en secret, elle en tirait une fierté. C'était ainsi que cela devait être. L'aimer part, l'aimer attend, mais elle vit, car à Liosvik, on ne survit pas autrement. Au début, l'attente fut réellement légère. Les rumeurs arrivaient comme des oiseaux qui se posent sur un toit et s'envolent aussitôt. On disait que quelqu'un avait vu leur navire près des côtes d'Angleterre. Un autre jurait qu'on avait parlé d'eux en Francie. Chaque bruit jetait dans l'âtre une poignée de bois sec. Le cœur flambait, Signe souriait, se répétait que tout suivait son cours. Elle apprit même à prononcer son nom sans que la voix tremble. Quand les femmes demandaient si elle n'avait pas peur, elle répondait calmement que la mer n'effraie que ceux qui ne savent pas avec quoi ils vivent. Mais à mesure que l'été avançait, une ombre s'infiltra dans ses nouvelles. Les mots devenaient flous. Non plus on les a vus, mais on a entendu. Non plus ils étaient là, mais il paraît qu'ils allaient par là. Parfois un marchand arrivait, racontait qu'au large des rivages étrangers, cette année, il y avait beaucoup de bateaux, beaucoup de combats, beaucoup de tempêtes. Et ses propos donnaient froid à la peau, alors même que le soleil chauffait encore. Signe écoutait, acquiesçait, posait des questions posées, mais, au-dedans, elle se surprenait de plus en plus souvent à compter les jours, non par les tâches, mais par l'absence. La moitié de l'année passa comme si on la lui avait volée. Un matin, Signe remarqua qu'elle ne s'éveillait plus avec une certitude chaude, mais avec un bref coup dans la poitrine, comme si son cœur demandait d'abord « Alors, aujourd'hui ?» Elle allait jusqu'au rivage et regardait l'eau non par habitude, mais avec une sorte d'entêtement, comme si ses yeux pouvaient tirer un navire hors du brouillard. Puis elle se blâmait, retournait à ses affaires et souriait aux gens, de manière à ne laisser voir à personne combien elle se fatiguait d'attendre un seul signe véritable. Toril, durant ces mois, se montra près d'elle plus souvent qu'autrefois. Au début, elle resta douce, fidèle à son rôle. Elle apportait des nouvelles, racontait des histoires drôles entendues ailleurs, comme si elle voulait soutenir Signe. Elle disait que tout irait bien, qu'on danserait bientôt à un mariage, qu'Arvid n'était qu'un homme obstiné, qu'il poussait plus loin parce qu'il voulait rapporter quelque chose de digne. Signe écoutait et remerciait. Elle avait besoin d'y croire, et Toril lui donnait cette croyance comme on tend une tasse chaude par grand froid. Puis, quelque chose changea en Toril. Elle se trouva un homme, et cela se vit aussitôt. Non parce qu'elle devint plus heureuse, mais parce qu'elle devint plus hardie dans son envie. Elle n'avait plus besoin de se cacher derrière le rôle de l'ami, toujours là, toujours de soutien. Elle avait une place à elle, et dès lors, elle se permit de dire ce qu'elle gardait jusque-là serré entre ses dents. Un jour, tandis que Signe riait avec les femmes près du puits, Toril lança une phrase comme une plaisanterie. Mais c'était une plaisanterie à l'âme, qui sourit dans la main. Elle dit que, visiblement, la bague était si grande qu'Arvid n'arrivait pas à la rapporter. Elle le dit en riant, un peu trop fort, pour que l'entende non seulement Signe, mais aussi celle qui se tenait tout près. Signe rit elle aussi. Enfin, elle fit semblant. Le sourire resta sur son visage, mais quelque chose céda au-dedans, comme si, dans la toile de la tente, venait de s'ouvrir le premier accroc. Elle répondit posément qu'une bague ne se porte pas sur les épaules, et que s'Arvid l'avait promise, il la rapporterait. Toril hocha la tête, comme si elle approuvait, mais son regard disait qu'elle se voyait déjà assister à la chute de Signe,
et que cette image lui plaisait. Ce soir-là, Signe sentit pour la première fois une fatigue qui ne venait pas du travail, mais du regard des autres. L'été glissa vers l'automne. À Liosvik, on le sentait toujours d'un coup. L'air s'épaississait, l'eau noircissait, le vent coupait le visage, comme pour rappeler qui commande ici. On se mit à dire que ceux qui étaient partis au printemps devaient bientôt rentrer. On attendait d'autres bateaux, d'autres hommes, d'autres sacs de butin. Signe attendait aussi, mais l'attente, désormais, n'avait plus de lumière. Elle devint sérieuse, lourde, comme de la laine trempée sur les épaules. D'abord, elle se persuada qu'ils avaient seulement du retard. Puis elle se dit que, s'ils passaient l'hiver au loin, une nouvelle finirait bien par venir. Car d'ordinaire, quand on ne rentre pas, quelqu'un parle. Un marchand, un voyageur, un navire de passage. Mais rien ne venait. Et ce silence n'était pas un vide, c'était une porte fermée, contre laquelle on frappe jusqu'au moment où l'on commence à craindre qu'il n'y ait déjà plus personne derrière. Lorsque l'hiver arriva, presque un an s'était écoulé depuis le départ d'Arvid. Signe tenait bon, comme tiennent ceux qui ont appris à ne pas se plaindre. Elle ne restait pas assise à la fenêtre, ne traversait pas le village les cheveux défaits, n'exhibait pas son malheur. Elle semblait la même. Elle souriait, plaisantait, rendait service, trouvait aisément une langue commune avec chacun. Par moments, elle parvenait presque à croire que tout allait bien. Mais la nuit, quand la maison s'apaisait et que le vent poussait contre les murs, elle restait étendue à écouter une silence sans pas. Et alors la douleur devenait simple, nette. Il avait juré de revenir. Elle avait juré d'attendre. Seule la mère, elle, ne répondait pas. Pendant ces mois, Thoril se fit plus hardi encore. Dans ses mains, il n'y avait plus seulement l'envie, mais l'impatience de son propre mariage. Elle allait dans Liosvik comme si elle essayait déjà la peau d'une maîtresse de maison que l'on doit envier. Elle racontait à tous les projets de son homme, la vie qu'il mènerait, les étoffes qu'elle avait choisies, les invités qui viendraient. Et, à côté de cet éclat, elle laissait de plus en plus souvent tomber vers Signe des mots qui glaçaient. Un soir, elle vint chez Signe alors que celle-ci triait la laine et reprenait des vêtements. Thoril s'assit en face, soupira comme on soupire, par compassion, et dit qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle parla d'une voix égale, sans colère, comme si elle se souciait d'elle. Elle dit que si Arvid avait vraiment voulu, il aurait trouvé le moyen de revenir, même sans bague. Revenir, simplement, vers elle. Qu'on ne laisse pas ainsi celle qu'on aime sans une seule nouvelle. Elle le dit avec un sourire, les yeux rusés, comme si elle offrait à Signe une vérité que celle-ci aurait peur d'entendre. Puis elle ajouta ce qu'il y avait de plus sordide dans sa banalité. Dans les pays étrangers, les hommes prennent souvent des femmes, pas parce qu'ils sont cruels, parce qu'ils sont vivants. Ils se fatiguent, ils cherchent la douceur, ils s'habituent, et un jour, ils ne savent plus très bien qui les attend au pays. Thoril disait cela comme on parle du prix du sel. Signe s'enflamma, et ne cria pas, mais sa voix se fit dure. Elle dit qu'elle ne permettrait pas qu'on change l'amour en commérage. Qu'Arvid est un homme droit, et que s'il n'était pas revenu, ce n'était pas pour courir les jupes, mais parce que quelque chose d'autre le retenait. Elle dit que Thoril ne savait pas de quoi elle parlait. Et elle ajouta, enfin, que l'amitié ne doit pas sentir la défaite de l'autre. Thoril ne se vexa pas, comme se vexent les gens sincères. Elle releva seulement les sourcils et répondit calmement que Signe pouvait croire ce qu'elle voulait. Le temps, lui, avance. Puis, comme si elle venait de se rappeler quelque chose, elle changea de ton et l'invita à son mariage, dans 6 mois.
Elle dit qu'il y aurait du monde et que Cygne, peut-être, y trouverait un autre. Pas forcément un mari tout de suite, au moins quelqu'un près d'elle. Elle le dit doucement, et cette douceur fut ce qu'il y avait de pire. Elle portait l'idée que Cygne avait déjà perdu, qu'elle ne s'en rendait seulement pas encore compte. Quand Thoril partit, Cygne resta longtemps au-dessus de sa laine, sans voir les fils. Elle ne se sentait pas trahie, elle se sentait posée devant un mur froid. Le temps. Son orgueil, sa patience, lui parurent soudain non une force, mais un entêtement capable de la laisser seule. Dans cette pensée, il y avait tant de peur qu'elle ne se l'avoua pas. Elle se leva, alla à la fenêtre et vit la rue sombre, et la neige qui s'était déposée en couches minces, comme si la terre n'osait pas encore se figer tout à fait. Les semaines suivantes, Cygne s'aperçut que le doute s'était installé en elle en silence. Il ne criait pas, ne réclamait rien. Il était là. Quand elle riait, il se tenait au bord de son rire. Quand elle travaillait, il se cachait dans les blancs entre deux coups de marteau. Quand quelqu'un parlait de la mer, il levait la tête et murmurait « Et s'il ne revient pas ?» Le plus terrible, c'était que cette pensée ne lui paraissait plus impossible. L'hiver fut lourd, et autour d'elle, chacun vivait ses propres soucis. Ici, on perd un mari en mer. Là, on attend un fils. Ailleurs, on se déchire pour un bout de terre. À Liosvik, le malheur n'avait rien d'exceptionnel. Il faisait partie de la vie. Mais Cygne refusait que son amour devienne un chagrin ordinaire, comme des filets détrempés ou une pêche maigre. Elle s'accrochait à Arvid comme on s'accroche au feu par grand froid, non par beauté, mais pour ne pas geler au-dedans. Et pourtant, quand le printemps revint, lorsque la glace lâcha la lisière de l'eau et que l'on reparla des navires, Cygne se surprit, pour la première fois, à ne pas se réjouir de la saison. Autrefois, le printemps signifiait l'espoir, le retour. À présent, il signifiait que d'autres partiraient encore, que d'autres attendraient, et que le temps s'étirerait de nouveau, longue corde qui brûle les paumes à force de tirer. Un jour, sur la grève, elle vit un navire entrer dans le fjord. Son cœur frappa si fort que la douleur monta d'un coup, sèche, brutale. Elle resta immobile, jusqu'à reconnaître une voile étrangère, des visages qui n'étaient pas ceux qu'elle cherchait. Ce n'était pas lui. Autour, les gens se mirent à parler, et Cygne, un instant, sembla devenir sourde. Elle se détourna et reprit le chemin de la maison sans se presser, parce qu'il n'y avait nulle part où se hâter. En route, elle croisa Thoril, et Thoril la regarda avec une attention trop précise, comme si elle mesurait combien de temps encore l'espoir tiendrait. Ce soir-là, Cygne s'assit près de l'âtre et contempla longtemps la flamme. Elle ne pleura pas. Les larmes lui semblaient une affaire d'enfant, et elle ne se sentait plus cette fille qui peut s'autoriser une faiblesse, puis redevenir la même. Elle était une femme faite, maîtresse de ses mains et de sa parole. Pourtant son cœur restait vivant, et il demandait une chose simple, que celui qu'elle aime revienne au pays. Elle se leva, sortit dans l'air froid et descendit jusqu'à l'eau. Le fjord était sombre, silencieux, et les rares lumières du village y tremblaient comme des braises noyées. Cygne resta sur le rivage jusqu'à sentir ses doigts se raidir de gel. Et dans cette immobilité, elle comprit soudain. On peut attendre longtemps, mais on ne peut pas attendre éternellement sans se payer soi-même. Ce n'était pas une décision, plutôt un pressentiment. Comme si, quelque part devant, un virage se préparait, et qu'elle ignorait encore de quel côté sa vie tournerait.
La nuit, déjà au bord du sommeil, elle entendit un chien aboyer au loin. Et, sans savoir pourquoi, elle y vit un signe. Ni bon ni mauvais, seulement le signe que le village respire et que la nuit n'est pas vide. Signe ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, n'arriva pas à revoir Arvid nettement. Son visage se brouillait, comme si ce n'était pas la mer qui l'emportait, mais les années. La peur la prit si fort qu'elle serra le poing sous la couverture, comme si l'on pouvait retenir la mémoire par la force. Au matin, un bruit courut dans Liosvik. Toril avait fixé le jour de son mariage. On parle de fêtes, d'hydromel, de présents, d'invités. Singh l'entendit comme on entend un coup porté sur un bouclier au loin. C'est encore loin, mais on sait déjà qu'il faudra bientôt se rassembler et se regarder en face. Après l'hiver, Liosvik s'éveillait toujours avec un souffle lourd, comme un homme qui a peiné à travers le froid. La neige fondait lentement, laissant des traînées sales le long des murs, et l'eau des ruisseaux courait comme si elle voulait rattraper le temps perdu. Les gens allaient plus souvent vers la grève, vérifiaient les barques, discutaient de ceux qui partiraient commercer, de ceux qui oseraient reprendre la mer, de ceux qui resteraient et attendraient. Signe vivait comme auparavant, droite, régulière, mais en elle s'était installé un sentiment neuf. Ni désespoir ni larmes. Une fatigue plutôt, semblable à un froid discret dans les os. Elle n'attendait plus chaque jour avec un sourire. Elle attendait parce qu'elle avait donné sa parole et parce que son cœur, pour l'instant, ne savait pas faire autrement. Les rumeurs continuaient de venir. Parfois, un navire arrivait de rivages lointains, et dans le village, un frémissement levait la tête. Et si c'était eux? Et s'il était là? Signe descendait au bord de l'eau avec les autres, restait parmi les gens, sans bousculade ni agitation, et regardait au loin. Voile, visage, voix. Un inconnu, un familier. Jamais celui-là. Elle rentrait ensuite et se remettait aux tâches, comme si elle n'avait fait que vérifier si les filets avaient pris l'humidité. Toril, pendant ce temps, rayonnait de sa vie avec une intensité qui coupait les yeux. Elle se disait en belle agitation de noces. Son homme était déjà presque son mari. Sa parenté entrait chez elle, parlait d'intendance, de dons, d'invitations, de bancs à installer, de tonneaux à remplir. Toril semblait avoir grandi en un seul hiver, plus importante, plus sûre d'elle, et avec cela, moins de douceur feinte. Elle venait encore parfois vers Signe, souriait comme si leur amitié était solide, mais ce sourire disait désormais « Regarde, chez moi tout avance, chez toi, le temps piétine. » Signe cessa de la contredire comme avant. Non qu'elle fût convaincue, mais elle était lasse de devoir prouver son droit d'attendre. Elle ne voulait pas faire de l'amour une dispute. Elle voulait une nouvelle, n'importe laquelle. La nuit, il lui arrivait de rêver d'Arvid, parfois vivant, souriant, parfois sombre, parfois muet, au point qu'elle voulait le secouer, lui demander pourquoi. Au réveil, elle restait immobile, à écouter le bois gémir dans la maison, et elle pensait que le silence devenait trop familier. Le mariage de Toril s'approcha comme la marée, d'abord loin, puis tout à coup sur le seuil. La veille, le village sentait la viande bouillie, le pain neuf, la fumée et les herbes fortes. Les femmes couraient avec des paniers, les hommes traînaient des bancs, des tonneaux, des pots. Toril allait d'un pas de reine dans sa maison, distribuait des ordres et cueillait les regards comme on cueille des perles pour un collier. Elle aimait être le centre. Signe vint à la fête avec un visage égal et un sourire léger. Elle savait qu'on la regarderait. On regarde toujours celle-là, même quand on prétend ne pas regarder.
Elle savait tenir. Elle entra sans bruit, salua, s'assit là où il restait de la place, et ne joua ni la victime triste, ni la solitaire fière. Elle fut simplement elle-même. Pourtant, à un moment, elle accrocha le regard de Toril. Un triomphe y passa, aussitôt caché derrière un rire. La fête fut bruyante. On chantait, on portait des toasts, on souhaitait aux mariés richesse et enfants solides. On lançait des plaisanteries un peu lourdes, on dansait, on disputait d'affaires, car même à un mariage, à Liosvik, on ne cessait pas de vivre. Singh parlait aux voisins, riait quand il fallait rire, répondait de façon à ne pas appeler la pitié. Elle remarquait les hommes qui, de temps à autre, tournaient la tête vers elle, comme pour vérifier, est-elle vraiment libre maintenant, ou appartient-elle encore à son attente? Cette attention la dégoûtait, mais elle restait droite. Sinon, on ne tient pas. Et c'est là qu'elle vit, pour la première fois, Sten Sigvaldsson comme un homme. Non comme un nom glissé dans les conversations. Il entra sans éclat, comme s'il ne voulait pas déranger la joie des autres. Pas jeune, mais solide, le visage calme, le regard attentif. On disait de lui qu'il était un bandit aisé et marchand, qu'il tenait une bonne maison, qu'il était veuf, et qu'il n'était pas du genre à jeter des paroles au vent. Il ne gesticulait pas, ne cherchait pas à couvrir les voix. Il se tenait simplement là, écoutait, hochait la tête, parlait peu, mais on l'entendait. Singh remarqua que, près de lui, les gens semblaient plus tranquilles. Peut-être parce qu'il ne riait pas trop fort et ne s'immisçait pas dans les propos des autres. Il avait la tenue de ceux qui ont déjà traversé une perte et ne veulent pas prétendre que le monde n'est fait que de fêtes. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Singh, il ne s'attarda pas avec insolence et ne détourna pas le regard avec précipitation. Il regarda simplement, comme on regarde une femme qui sait tenir sur ses pieds, et ce fut, de façon inattendue, agréable. Ils se parlèrent presque par hasard. Près d'un banc, on s'était serré. Un coude heurta un bol, et Singh le rattrapa d'un geste vif avant qu'il ne se renverse sur les vêtements d'autrui. Sten se trouvait là, retint la table pour qu'elle ne vacille pas. Il dit qu'elle avait la main rapide. Singh répondit qu'autrement, dans la maison d'un charpentier de navire, on ne survit pas. Il hocha la tête et demanda des nouvelles de son père. Est-il vrai qu'il taille encore les meilleures quilles des environs? Singh répondit que son père taille les quilles, et que les hommes se fabriquent leur malheur tout seuls quand ils n'écoutent pas l'artisan. Sten eut une brève moue amusée, sans éclat, et ce sourire-là était chaud. Ils parlèrent encore un peu, sans se faire face comme sur un marché, sans se jauger à découvert. Leur échange fut lisse, comme une route sans trou. La mer, les étoffes, le sel, la pêche maigre de cette année, le fer dont le prix montait. Singh plaisantait avec aisance. Sten riait rarement, mais pour de vrai. Il ne cherchait pas à briller. Il écoutait, et cela le distinguait de tant d'hommes qui aiment parler plus qu'entendre. Singh se surprit à ne pas vouloir quitter cette conversation. Là, il n'y avait pas la douleur de l'attente. Il n'y avait pas besoin de se défendre. Il ne l'interrogeait pas sur Arvid, n'y conduisait pas le propos, ne jouait pas la compassion. Il lui parlait comme à une personne, pas comme à une histoire étrangère. Et, à un moment, Singh comprit que c'était cela, le manque de toute cette année. Non une passion, non une flamme brusque, mais cette chaleur simple où l'on reconnaît l'autre humainement, où l'on ne la laisse pas seule avec son silence. Ce soir-là, Toril était plus satisfaite d'elle-même encore. Elle tournoyait dans la salle, recevait les félicitations, riait, montrait à tous que sa vie avait pris la bonne forme. Parfois, elle jetait vers Singh un regard, comme pour voir si la solitude l'avait brisée.
Mais Signe se tenait droite, parlait aux gens, et son sourire était vrai. Cela irritait Toril plus que tout. Même en attendant, Signe savait rester désirable. Et Toril aurait voulu que l'attente la rende terne, effacée, invisible. Après le mariage, Signe pensa à Sten plus souvent qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Non comme à un homme destiné à prendre la place d'un autre, mais comme à quelqu'un auprès de qui il n'y a pas besoin de vivre suspendu aux promesses. Elle se rappelait sa voix tranquille, son regard sans pitié ni exigence. Et cela la surprenait. L'idée même que quelqu'un puisse être là simplement, sans serment tonitruant, avait quelque chose de presque invraisemblable. La vie, pourtant, continuait. Son père vieillissait, même s'il tenait encore ferme. Il y avait beaucoup de travail et jamais assez de bras. Un jour, Sten se présenta au chantier. Pas avec une foule, pas pour quémander un avantage. Il apporta du sel et du tissu, dit qu'il avait fait cette année une bonne affaire et proposa son aide pour les bateaux, parce qu'il s'y connaissait en bois, lui aussi. Le père de Signe le détailla longuement, comme on regarde un homme qui ne parle pas pour rien. Puis il hocha la tête, et à partir de ce jour, Sten revint plus souvent. Il ne parlait pas de sentiments. Il ne cherchait pas à pousser Signe vers une conversation sur demain. Il était là, c'est tout. Il pouvait passer, réparer quelque chose en silence, donner un coup de main à son père, échanger 2 phrases avec elle, puis repartir à ses affaires. Parfois il laissait un petit sachet de sel, parfois il apportait un cordage neuf, parfois il demandait seulement si l'on avait besoin de quoi que ce soit. Et chaque fois, ce besoin de quelque chose sonnait comme s'il était prêt à aider, non pour être remarqué, mais parce que c'est ainsi qu'il faut faire. Au début, Signe résista à cette chaleur. Non qu'elle fût mauvaise, mais elle l'effrayait. On ne pouvait pas se battre contre elle, comme contre Toril. On ne pouvait pas la repousser d'une plaisanterie, comme on repousse un galant trop pressant. Sten ne poussait pas. Il ne réclamait rien. Et, par conséquent, près de lui, la paix venait d'elle-même. Une paix qui, après 1 an d'attente, ressemblait presque à un danger. Comme si se relâcher promettait une douleur plus grande encore. Un jour, il aidait son père sur une barque, et Signe se tenait près d'eux, passant les outils. Le vent était froid, les mains gelaient, mais Sten travaillait d'un geste égal, sans agitation. Le père s'éloigna 1 minute, et ils restèrent seuls. Signe dit qu'avec ses moyens, il pourrait engager des hommes, au lieu de perdre son temps sur un chantier qui n'était pas le sien. Sten répondit qu'on peut louer des mains, mais qu'on ne loue pas le respect. Et il ajouta qu'il aimait que le travail soit bien fait, pas seulement vite fait. Signe le regarda et sentit soudain se desserrer en elle le nœud qu'elle tenait serré depuis 1 an. Près de lui, il n'y avait pas besoin de prouver qu'elle était forte. Il semblait le savoir déjà. Mais ces mêmes jours, des rumeurs à propos d'Arvid revinrent jusqu'à elle. On disait avoir vu un navire qui ressemblait au leur sur les côtes d'Angleterre. On avait entendu qu'une partie de la troupe avait passé l'hiver sur une terre étrangère. Ces mots ramenaient l'ancienne douleur, autrement. Désormais, elle sentait en elle 2 lignes. L'une tirait encore vers Arvid, comme vers une promesse de jeunesse. L'autre commençait à se tendre vers Sten, comme vers une réalité qui, elle, ne disparaît pas dans la mer. Signe ne décidait rien. Elle vivait comme elle savait vivre. Pourtant, une compréhension grandissait en elle. Le temps ne demande pas si l'on est prête. Il avance. Et si Arvid ne revenait pas, sa vie, malgré tout, continuerait. S'il revenait, il ne reviendrait plus vers la Signe qui se tenait sur la grève, les yeux amoureux,
sûr que les promesses rentrent avec les voiles. Un soir, Sten revint, posa des étoffes sur un banc et dit qu'il avait choisi des couleurs calmes pour qu'elles aillent à sa maison. Signe eut un petit sourire et répondit qu'il choisissait le tissu comme on choisit le destin. Sten la regarda et dit bas, d'une voix pleine, sans jeu: « Il ne sait pas comment le destin se tissera, mais il sait qu'on peut être là sans grands mots. » Il le dit simplement, et dans cette simplicité, il y avait plus que dans 10 promesses. Signe acquiesça, et une chaleur répondit en elle. Elle n'appela pas cela de l'amour, et ne s'autorisa même pas à penser que cela pourrait en devenir. Pourtant, la nuit, quand la maison se rendit au silence, elle se surprit à souhaiter ne plus se réveiller dans l'attente glacée. Elle voulait se réveiller dans une vie où quelqu'un vient, simplement, et reste. Et loin, au-delà des mers, sur des terres étrangères, Arvid continuait de vivre, sans savoir qu'à Liosvik, son silence était déjà en train de tout déplacer. Quand Signe consentit enfin à devenir la femme de Sten, elle savait déjà tenir son visage de façon que personne ne voit la peur remuer en dessous. Non pas la peur du mariage, ni celle d'une maison neuve, mais la peur de lâcher pour de bon celle qu'elle avait été. Cette fille debout sur la grève, les yeux clairs, certaine que les promesses reviennent avec les voiles. Sten ne la pressa pas. Il fit tout comme il faisait toujours, calmement, sans grands mots, sans contrainte. Il parla à son père d'une voix posée, respectueuse, apporta à la maison ce dont elle avait besoin, aida au chantier comme s'il ne demandait rien en échange. Quand Signe lui dit enfin qu'elle acceptait, il ne sourit pas largement, ne la serra pas contre lui, ne se mit pas à célébrer avant l'heure. Il hocha la tête, comme un homme qui entend une décision et la reçoit avec sérieux. « Je serai là, dit-il, pas parce que j'ai gagné, parce que tu m'as choisi. » Signe le regarda longtemps avant de répondre. « J'ai peur, dit-elle enfin. Je ne veux pas qu'un jour tu dises que j'ai apporté une ombre étrangère dans ta maison. » Sten répondit sans hausser la voix, comme s'il parlait d'une chose simple et lourde qu'il faut seulement soulever et porter. Dans chaque maison, il y a des ombres. Ce qui compte, c'est qui allume le feu. Je ne te demanderai pas chaque jour qui tu as aimé avant. Je ferai en sorte que tu aies, aujourd'hui, un endroit où revenir. Le mariage fut discret. Il n'eut pas cette joie tapageuse dont se grisent les très jeunes quand ils veulent que tout le village se souvienne de leur journée. Il y eut une maison chaude, des proches, de la viande et du pain, de l'hydromel, quelques chants, et des mots bienveillants qui sonnaient moins comme une fête que comme la tâche d'un nouvel ordre de vie. Signe se tint près de Sten, écouta les toasts, répondit par des sourires, et à un moment, se surprit à penser qu'elle n'avait rien à prouver. Il suffisait de savoir qu'elle n'était pas seule. Toril vint aussi, et se tenait avec l'assurance d'une maîtresse de maison qui a déjà pris l'habitude de son bonheur. Elle jaugea l'étoffe sur Signe, inspecta la maison, regarda Sten et hocha la tête, comme si tout s'était arrangé correctement. « Voilà comment vivent les adultes, » dit Toril, et dans sa voix, il y avait une satisfaction, comme si elle posait un point là où, jadis, Signe mettait encore une virgule. Signe ne disputa pas. Elle répondit seulement, doucement, pour que la conversation ne prenne pas de travers. Puissent les adultes savoir être heureux, eux aussi. Après le mariage, la vie coula autrement, sans rupture. Sten ne brisa pas ses habitudes, ne lui ferma pas des portes, n'exigea pas qu'elle devienne une autre du jour au lendemain. Il lui apportait de la laine neuve quand il voyait l'ancienne filer en lambeaux. Il réparait le toit avant la pluie, pas après. Il se levait plus tôt pour ranimer le feu quand la nuit avait été dure. Il posait, sans un mot, un bol d'eau tiède près d'elle quand il voyait ses mains fatiguées.
Tout cela avait la forme d'un soin tranquille. Il ne demande pas merci, et pourtant, peu à peu, il devient une part du cœur. Signe apprit cette chaleur. D'abord, elle se surprenait à attendre une flambée, comme autrefois, à croire qu'aimer doit faire du bruit. Puis elle comprit que, près de Sten, l'amour ressemble à une maison. Il ne brille pas, mais il tient. Elle aimait qu'il ne joue pas. Il ne lui promettait pas l'impossible, ne peignait pas l'avenir avec des mots d'or. Il vivait là, et faisait en sorte que demain ne fasse pas peur. Pourtant, certains soirs, quand le vent cognait au mur et que la mer grondait dans l'obscurité, elle avait encore envie d'entendre quelque chose d'Arvid. Non qu'elle doutât de son choix, mais parce que le passé ne meurt pas d'un coup. Il s'en va lentement, comme la glace au printemps. On la croit rompue, et pourtant elle tient encore. Signe se demandait parfois s'il vivait, et aussitôt elle se fâchait contre elle-même, car sa vie était ici, désormais. Le temps passa encore. Le village suivait son cercle. Poissons, pois, commerce, bavardage au puits, rares nouvelles de loin. Et un matin, dans l'air froid et clair, un homme entra à Liosvik. Un homme qu'on avait cessé d'attendre. Arvid se tenait sur la grève, un sac usé sur l'épaule, et regardait les maisons comme si elles devaient courir vers lui. On le reconnaissait à sa démarche, à ses épaules, à ce regard qui a vu la mort et ne baisse pas les yeux. Mais quelque chose en lui avait changé. Sa confiance était durcie, comme le fer après le feu. Son visage avait pris de l'âge, et dans ses yeux vivait une fatigue qu'aucun rire, aucune bravade ne peut cacher. Les gens s'approchaient, lui tapaient l'épaule, demandaient d'où il venait, comment il avait survécu, où il avait été. Il répondait brièvement, sans beau récit, comme s'il gardait ses mots pour une seule conversation. « Où est Signe ?» demanda-t-il, encore et encore. On lui indiquait la route, mais personne ne parlait franchement. D'abord parce qu'on n'osait pas, puis parce qu'on espérait qu'il verrait de lui-même, qu'il comprendrait, et qu'ainsi nul n'aurait à prononcer l'effroyable à voix haute. Il traversa le marché, et le chuchotement se leva derrière lui comme le vent derrière une coque. Certains le regardaient avec joie, d'autres avec inquiétude. Le retour d'un homme après une longue absence n'apporte jamais seulement le bonheur. Il apporte des questions. À qui doit-il désormais? Qui lui doit quoi? Qu'exigera-t-il? Que reprendra-t-il? Que brisera-t-il sans même le vouloir? Arvid atteignit la maison où vivait Signe. Il s'arrêta devant la porte, comme s'il avait perdu son souffle un instant. Puis il frappa, non pas comme un invité, mais comme un homme qui a le droit d'entrer. Quelqu'un l'aperçut et appela Signe. Elle parut sur le seuil, et, à cet instant, l'air devint dense, comme si tout Liosvik retenait sa respiration. Elle le vit, et d'abord ne le reconnut pas. Non qu'il eût tant changé, mais sa mémoire gardait un autre Arvid, brûlant, jeune, riant, promettant une bague. Celui-ci se tenait devant elle, comme un homme que le temps et les terres étrangères ont battu longtemps sans parvenir à le rompre. Et tout ce qu'elle avait enfoui remonta d'un seul coup. La joie, la douleur, la honte, la rancœur, et cet amour ancien qui n'était pas parti, seulement descendu plus profond. Arvid fit un pas rapide vers elle, comme s'il craignait qu'elle s'efface s'il avançait plus lentement. Il la serra contre lui, fort, presque désespéré. Il y avait tant de vie dans cette étreinte que Signe eut, une seconde, le souffle coupé. Mais son corps resta immobile, non par peur, parce qu'elle n'était plus la fille qui l'attendait sur la grève. Elle était devenue une femme, avec une maison, un mari, une terre et un choix qu'elle avait fait. Elle leva les mains
et les posa sur ses épaules avec précaution, sans le repousser, mais sans répondre comme elle l'aurait fait autrefois. « Tu es revenu » souffla-t-elle. Et sa voix sonnait comme si elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir. Arvid recula à peine, la regardant avec avidité, comme s'il comptait ses traits pour s'assurer qu'elle était réelle. « Je suis revenu vers toi, dit-il. Je l'ai gardée dans ma tête chaque nuit. » Signe se tint droite du mieux qu'elle put. Au-dedans, elle tanguait comme une barque au pieu. « Tu as disparu, dit-elle, et sa voix trembla, mais elle ne cacha pas ce tremblement. Tu m'as laissé dans le silence. J'ai attendu si longtemps que j'ai fini par ne plus savoir moi-même qui j'attendais. » Arvid inspira lentement. Son visage se tendit, comme se tend un homme qui serre sa colère entre les dents pour ne pas déraper. « J'ai envoyé des lettres, dit-il d'une voix sourde, par des marchands, par des prêtres, par des mercenaires. Rien n'est arrivé? Pas un mot? Rien ?» Signe secoua la tête, et ce mouvement lui fit presque plier les genoux. « Rien, répondit-elle. Pas une seule nouvelle. Seulement des rumeurs. Et même elles venaient des autres. Je restais près de l'eau à écouter. On a vu un navire là-bas, on a entendu parler d'eux ailleurs. Et puis même ça s'est éteint. » Arvid la fixait comme s'il essayait de comprendre comment on peut vivre dans un tel silence sans devenir fou. « Je croyais que tu savais, » dit-il bas. « Je croyais que tu attendais parce que tu savais que j'étais vivant. » Signe eut un sourire amer qui ne fut pas un sourire. « J'ai attendu parce que j'avais promis, » dit-elle. « Parce que je ne sais pas jeter une parole. Mais la parole aussi se fatigue, Arvid. Elle s'use sur les jours. » Il s'approcha d'un pas, comme pour retrouver l'ancienne distance entre eux. « Je t'ai promis une bague, » dit-il. Et dans sa voix jaillit soudain quelque chose d'autrefois, d'obstiné. « Je l'ai faite. » Il dénoua son sac râpé, y chercha avec soin, comme dans une chose sacrée, et en sortit un petit objet enveloppé de tissu. Il déplia. Sur sa paume, l'argent brilla. La bague était l'œuvre de main qui avait connu non seulement l'épée, mais la patience du geste. Ce n'était pas un butin grossier, ni une babiole achetée au hasard. On y sentait l'apprentissage, et le temps dépensé pour façonner, pour elle, non une parure, mais un signe. Signe regarda l'anneau, et la douleur lui devint presque physique. L'argent luisait, mais il était froid. Froid comme ce silence qu'elle avalait la nuit. « Pourquoi me montrer cela maintenant ?» demanda-t-elle, la voix plus basse. « Tu crois que le temps se rend avec de l'argent ?» Arvid serra la bague dans ses doigts, comme si elle pouvait le défendre contre la vérité. « Je crois qu'une promesse reste une promesse, » répondit-il. « Je suis revenu. Je suis là. Et toi, tu aurais dû attendre. » Signe releva la tête, et quelque chose de tranchant entra dans ses yeux. « J'aurais dû vivre, » dit-elle. « Je ne savais pas si tu étais vivant. Je n'avais pas tes lettres. Je n'avais pas ta voix. Je n'avais que la mer. Et elle ne répond pas. » À cet instant, Sten sortit sur le seuil, sans menace, sans armes, sans cri. Il sortit simplement, comme sort le maître d'une maison quand il entend des voix à sa porte. Sa présence était calme et lourde, comme une pierre. Il regarda Arvid, puis Signe, sans parler tout de suite. Mais dans ce silence, tout était clair. Arvid ne le remarqua pas immédiatement. Quand il le vit enfin, son visage se figea, comme si on l'avait frappé en pleine poitrine et qu'on lui avait arraché l'air. « Qui est-ce » demanda-t-il, et il ne le demanda pas à Sten, mais à Signe. Seule sa réponse comptait. Signe se tenait entre eux, et elle aurait voulu disparaître. « C'est mon mari » dit-elle enfin. Et ces mots sortirent de sa bouche
comme des cailloux. Sten fit un pas, pas vers Arvid, mais vers Signe, comme pour se mettre là où est sa place, à côté d'elle. « Arvid, dit-il d'un ton égal, comme un homme qui connaît le nom. Tu es rentré au pays. » Arvid le regardait, mais ce n'était pas lui qu'il voyait. Il voyait la fin de sa route. « Au pays » répéta-t-il doucement. « Je suis venu en pensant que c'était aussi ma maison. » Il tourna de nouveau les yeux vers Signe. Dans son regard, il n'y avait pas de malédiction, seulement l'égarement. « Tu t'es marié, » dit-il, comme pour lui-même. « Pendant que moi... » Signe ne chercha pas à s'excuser, mais sa voix tremblait. « Pendant que tu te taisais, » dit-elle, « pendant que les jours passaient sans toi. Je ne voulais pas que ce soit ainsi, je n'en rêvais pas. Je ne pouvais plus attendre dans le vide. » Arvid serra la bague, puis la replia lentement dans le tissu. Le geste était soigneux, presque tendre, comme s'il n'enterrait pas un bijou, mais son avenir. « Tu es devenue une autre, » dit-il. Il y avait plus de douleur que de reproche dans ces mots. « Tu croyais que le temps s'était arrêté ?» répondit-elle doucement. Et elle entendit elle-même, dans sa voix, ce qu'elle redoutait. Une maturité qu'elle n'avait pas demandée. Arvid resta une seconde, comme un homme qui ne sait plus où mettre ses mains. Puis il hocha la tête, brièvement, comme s'il acceptait le coup. « Je croyais que l'amour était plus fort que le temps, » dit-il. Et il s'en alla, sans claquer la porte, sans jeter de malédiction. Il se détourna simplement et marcha, comme un homme trop fatigué pour détruire. Après cela, tout changea dans le village. La nouvelle du retour d'Arvid se répandit vite, comme portée de toit en toit par des oiseaux. On parlait à voix basse et trop fort à la fois. Les uns plaignaient Signe, les autres la jugeaient. D'autres encore regardaient avidement, car dans un petit village, le drame des voisins semble toujours plus important que le sien. Arvid ne quitta pas Liosvik tout de suite. Il resta, comme s'il ne parvenait pas à forcer ses jambes à remonter sur un navire. Il s'installa là où il trouva un coin et se mit au travail. Il réparait des barques, aidait au chantier, portait des planches, faisait en silence les tâches lourdes, comme s'il voulait prouver, non aux gens, mais à lui-même, qu'il n'avait pas survécu pour rien et qu'il n'était pas revenu pour rien. Il n'entra jamais chez Signe sans y être invité. Mais Liosvik est étroit et les chemins y sont courts. Ils finirent forcément par se croiser. Au puits, Signe le sentit pour la première fois. Elle était venue avec ses seaux, se tenait là, comme toujours, à rattraper l'anse d'un geste familier, et soudain comprit qu'il y avait quelqu'un tout près. Arvid tenait son propre seau, se taisait, et son silence pesait plus que n'importe quelle phrase. Il ne la regardait pas franchement, comme s'il craignait que ce regard le fasse vaciller. Signe puisa, ses mains tremblèrent. Elle posa le seau pour ne pas renverser l'eau. « Tu es revenu ?» dit-elle encore, sans savoir pourquoi elle répétait cela. « Je suis revenu, » répondit-il, « et j'ai quand même trop tardé. » Elle voulut dire que non, que le simple fait qu'ils vivent comptait déjà, mais les mots restèrent coincés. « Je ne voulais pas que ça finisse ainsi, » murmura-t-elle enfin. Arvid leva les yeux, et il y avait dans cette fatigue une lassitude si profonde qu'elle en eut la gorge serrée. « Moi non plus, » dit-il. « Je voulais entrer chez toi, t'entendre me gronder pour mon retard, puis te voir rire. Je voulais que tu me donnes une tape sur l'épaule en me traitant d'imbécile. Je voulais du simple. » Signe baissa le regard sur l'eau pour cacher que son menton tremblait. « Il n'y a plus de simple, » répondit-elle. Ils se séparèrent, et ce jour-là, chaque pas eut l'air de peser. Sten avait tout vu. Il ne fit pas de scène, ne suivit pas Signe,
ne l'interrogea pas à chaque heure sur ce qu'elle pensait, et c'était cela qui l'effrayait davantage. Son silence n'était pas vide. Il était attentif, comme s'il comprenait tout et restait tout de même. Le soir, il lui apporta de la laine neuve, la posa sur la table comme il le faisait toujours, et dit, comme en passant, « Tu la voulais depuis longtemps. Je l'ai vue chez un marchand et je l'ai prise. » Singh le regarda, et sa voix mit du temps à venir. « Tu es en colère ?» demanda-t-elle. Sten ne détourna pas les yeux. « Je ne suis pas en colère, » répondit-il. « J'ai peur. Pas de toi. De perdre ce qui a été bâti. » Il s'assit près d'elle sans la toucher, comme s'il lui laissait l'air autour de la poitrine. « Je ne te promets pas des comptes, » dit-il simplement. « Je t'ai promis d'être là. Et je suis là. » Singh ferma les yeux une seconde. Elle aurait voulu que quelqu'un lui dise ce qu'il fallait faire, quelle était la bonne voie. Mais il n'y avait pas de bon. Il n'y avait que ce cœur qui venait de se fendre en deux amours différents. Avec Arvid, il y avait la mémoire, la douleur d'attendre, l'amour de jeunesse qui avait traversé les années d'absence et répondait encore dans sa poitrine dès qu'elle le voyait près de l'eau. Avec Sten, il y avait la solidité, le respect, l'attachement adulte dans lequel un sentiment avait poussé déjà. Elle comprit qu'elle les aimait tous deux, autrement, mais profondément. Et cela la terrifiait plus que tous les ragots. Or, les ragots couraient. Les femmes la regardaient avec méfiance. Les hommes échangeaient des coups d'œil. Certains ricanaient, d'autres secouaient la tête, d'autres disaient que cela n'existe pas, deux hommes forts autour d'une seule femme. Dans ce chuchotement, il y avait de l'envie, du jugement, et cette faim secrète de la misère des autres. Singh le sentait sur sa peau comme une pluie froide. Quelques jours plus tard, ils se croisèrent encore près de l'eau. Arvid était sur la rive, occupé à réparer quelque chose sur une barque. Quand Singh passa, il l'appela doucement par son nom. Elle s'arrêta. Il s'essuya les mains sur un morceau de toile et la regarda comme on regarde quelqu'un qu'on connaît trop bien. « Tu es devenue une autre, » dit-il. Singh ne protesta pas. Elle répondit seulement, bas, parce que la force de la voix n'aurait rien résolu. « Tu croyais que le temps s'était arrêté ?» Il se tut longtemps, comme s'il choisissait des mots pour qu'ils ne coupent pas. « Je croyais que l'amour était plus fort que le temps, » répéta-t-il. Et sa voix n'était plus obstinée, elle était lasse. Je m'y suis accroché comme on s'accroche à la dernière planche dans la tempête. Je me disais que si je survivais, tout serait à sa place. Singh fit un pas vers lui, puis s'arrêta, sans s'approcher trop. Entre eux, il y avait une limite invisible, qu'on ne franchit pas sans tout détruire. « L'amour est fort, » dit-elle. « Mais le temps aussi. Il change les gens. » Et il ne demande pas. Arvid acquiesça d'un bref mouvement. Il aurait voulu ajouter quelque chose, mais se retint, comme s'il comprenait qu'un mot de plus deviendrait un hameçon qui les prendrait tous deux. Singh s'éloigna, et lui resta près de l'eau. Cette image, simple et terrible, s'imprima dans le village. Arvid était revenu, et il ne repartait pas. Il se taisait et travaillait. Il ne réclamait rien, mais sa présence, à elle seule, devenait une exigence faite au destin. La nuit même, Singh resta allongé près de Sten, à écouter son souffle. Il dormait comme dorment ceux qui ont une assise dans la terre et dans le lendemain. Singh regardait l'obscurité et comprenait. Désormais, ce serait seulement plus difficile. Parce que le silence avait pris fin. Parce que le passé était revenu vivant. Et parce que le cœur ne se réarrange pas d'un coup, même quand l'esprit a choisi. Au matin,
Lorsqu'elle sortit dans la cour, elle vit Arvid de nouveau près du chantier. Une planche sur l'épaule, au travail, muet. Et tout Liosvik semblait l'observer à travers les fentes des portes, attendant son prochain pas. Signe aussi attendait, sans savoir ce qui l'effrayait davantage, son pas à lui ou le sien. Depuis le retour d'Arvid, Liosvik avait l'air plus petit. Les chemins n'avaient pas raccourci, les maisons ne s'étaient pas rapprochées, mais l'air entre les gens s'était resserré, et chaque regard s'accrochait au même nœud. Au puits, les femmes se taisaient quand Signe arrivait avec ses seaux. Sur la grève, les hommes lançaient leurs plaisanteries plus bas qu'à l'ordinaire, et même les plus innocentes laissaient un arrière-goût. Le village vivait de la mer et des voyages, mais il aimait plus encore les histoires qui ne se passent pas derrière l'horizon, celles qui se déroulent tout près, sous les yeux. Et celle-ci était si forte qu'aucune grande salle, aucune ivresse d'hydromel n'aurait pu la couvrir. Signe s'efforçait de se tenir droite. Elle se levait, travaillait, parlait aux gens avec le même calme qu'avant. Pourtant, au-dedans, un caillou restait posé sans cesse. Pas un caillou de haine, un caillou d'impossibilité. Elle ne pouvait pas rendre le passé, ni effacer le présent, ni expliquer cela à qui que ce soit d'une manière qui fasse comprendre. Parfois, elle surprenait les regards des jeunes filles non mariées. Ce n'était pas de la compassion, mais un mélange étrange d'envie et de jugement, comme si Signe était coupable d'être regardé par deux hommes. Arvid, lui, ne faisait rien de spectaculaire. Il ne parcourait pas le village, ne rassemblait pas les gens, ne criait pas sous les fenêtres. Il était là. Le matin, il apparaissait au chantier, prenait du travail, réparait des barques, portait des planches, aidait les vieux à tirer les filets, comme s'il reprenait sa place parmi les siens. Il travaillait en silence, mais ce silence n'avait rien d'une reddition. Il portait une résolution tendue, obstinée, celle d'un homme qui a trop traversé pour se permettre de renoncer sans lutter. Sten le voyait. Il n'exhibait pas sa jalousie, mais son calme changea de nature. S'il n'était autrefois qu'un trait de caractère, une lame y apparut maintenant. Il se tint plus souvent près de Signe, comme s'il vérifiait que le passé ne l'emporterait pas, comme le vent emporte une toiture légère. Il le faisait sans brutalité. Il ne verrouillait pas les portes, ne plaçait pas de gardien, il demeurait simplement présent. Un soir, tandis que Signe triait la laine près de l'âtre, Sten posa devant elle un nouvel écheveau. La laine était douce, régulière, d'une belle teinte. « Je l'ai vue chez un marchand, dit-il. Je l'ai prise parce que tu aimes quand le fil ne casse pas entre les doigts. » Signe effleura la laine du bout des phalanges et sentit monter en elle l'envie de remercier et, en même temps, de pleurer. Elle leva les yeux. « Tu fais ça parce que tu as peur ?» demanda-t-elle. Sten s'assit en face, pas trop près, pour ne pas peser. « Je fais ça parce que tu es ma femme, » répondit-il. « Et parce que je veux que tu sentes que tu as une maison. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il représente pour toi. Mais moi aussi, je suis là. » Signe déglutit. « Je n'ai pas demandé qu'il revienne, » dit Signe, « et je n'ai pas demandé non plus qu'il disparaisse à l'époque. » Sten hocha la tête, comme si elle venait d'énoncer l'évidence. « La vie demande rarement ce que nous voulons, » répondit-il. « Mais elle demande toujours ce que nous choisissons de faire ensuite. » Signe ne trouva rien à dire, parce qu'ensuite, tout se compliquait. Quelques jours plus tard, elle croisa Arvid au puits. Il se tenait avec son seau, s'essuyait les mains sur un bout de toile. Il regardait l'eau comme si l'eau pouvait donner des réponses. Quand Signe s'approcha, il ne s'éloigna pas, mais ne fit pas non plus un pas vers elle. Il attendit seulement qu'elle se place à côté, puis dit bas pour elle seule : « Tu marches comme si tu portais la faute des autres sur tes épaules. »
Signe maintint l'anse bien droite pour que ses mains ne trahissent pas leur tremblement. « Je porte ma vie, répondit-elle, et elle est plus lourde qu'elle n'en a l'air. Arvid tourna la tête et la regarda en face. « Je ne suis pas venu pour t'humilier, dit-il, mais je ne comprends pas. Je me suis tenu à toi, à l'idée de toi. C'était la seule chose qui m'empêchait de devenir une bête là où j'étais. Et maintenant je suis ici, et je vois que j'ai été comme rayé. » Signe inspira brusquement. Dans sa poitrine monta la douleur familière, mêlée de colère. « Rayé ?» répéta-t-elle. « Tu as disparu. Tu m'as laissé dans le silence. J'ai vécu dans ce silence. Chaque jour, chaque mois, et personne ne m'a apporté ta voix. Personne. » Arvid serra les doigts sur son seau jusqu'à blanchir les jointures. « J'ai envoyé des lettres, dit-il, la voix sourde. Par des marchands, par des prêtres, par ceux qui passaient plus au nord. Je pensais qu'au moins une arriverait, une seule. Rien n'est arrivé, répondit Signe. Rien. Il resta longtemps muet, comme si on venait de lui enlever le dernier appui. Alors la mère n'a pas seulement voulu ma vie, dit-il enfin. Elle a aussi voulu ma parole. Signe sentit quelque chose se contracter en elle. Une parole ne disparaît pas, Arvid, dit-elle doucement. Elle cesse seulement d'être un pont quand personne ne le traverse pendant trop longtemps. Arvid détourna les yeux, puis revint à elle. Et dans ce regard, il y avait tout. La tendresse, l'obstination, l'amertume. « Tu es devenu nôtre, » dit-il. Signe ne se défendit pas. « Tu croyais que le temps s'était arrêté ?» répondit-elle. Il demeura immobile, comme s'il cherchait la phrase qui ne détruirait pas tout à fait ce qui vivait encore. « Je croyais que l'amour était plus fort que le temps, » dit-il. Après ces mots, il s'éloigna, la laissant au puits avec une eau qui lui sembla soudain glacée. Dans le village, après de telles rencontres, les rumeurs poussaient plus vite que l'herbe au printemps. On avait vu leur silhouette au puits. On avait surpris des regards sur la grève. On racontait qu'Arvid travaillait au chantier, comme s'il voulait se racheter une place dans sa vie. Les femmes chuchotaient sur les seuils, les hommes ricanaient, mais, dans ces rires, une prudence s'était mise à sonner. Parce que là où l'honneur est touché, le rire s'éteint vite. La parenté de Sten se montra plus souvent. Pas forcément avec des mots, parfois par une simple présence. On venait à lui sur le marché, et l'on disait d'un ton égal, comme on parlerait d'un prix, « Tu n'es pas obligé d'endurer ça. » Sten répondait sans colère, « Je n'endure pas, je vis. » La parenté d'Arvid ne se taisait pas non plus. Certains disaient que Signe aurait dû attendre. D'autres ajoutaient que Sten s'était glissé dans une vie promise. Et ces phrases, lancées devant témoins, devenaient d'elles-mêmes un coup porté à l'honneur. Signe sentait le village la presser de toutes parts. Elle resta plus souvent chez elle, mais même là, il n'y avait plus de silence. Sten était plus attentif qu'à l'ordinaire. Il parlait de l'avenir, non comme d'un rêve, mais comme d'un plan, comme s'il voulait clouer leur vie au sol pour qu'on ne puisse plus la déplacer. Un soir, assis près du feu, il dit « Dans 1 an, on peut agrandir la ferme. Je m'arrangerai pour une terre. Et si tu le veux, on peut penser à des enfants. » Signe le regarda et sentit quelque chose répondre en elle. Non qu'elle désirât des enfants sur le champ, mais parce que dans ces mots, il y avait un « nous » tranquille, qui construit au lieu d'attendre. « Tu dis ça parce que tu en as envie ou parce que tu as peur ?» demanda-t-elle. Sten ne répondit pas tout de suite. Puis il dit franchement « Les deux. » Je veux un avenir avec toi, et je ne ferai pas semblant de ne pas avoir peur, mais je ne me battrai pas pour toi en criant.
Je me battrai en restant là. Et Cygne comprit ce qu'il y avait de plus terrible. Elle l'aimait réellement. Pas comme un éclair, comme une maison. Et en même temps, Arvid vivait encore en elle, comme une mémoire, comme une douleur, comme cet amour premier qui n'obéit pas aux ordres. Arvid, comme s'il sentait qu'avec le silence il n'obtiendrait rien, commença à faire ce qu'il savait faire mieux que tout, aller jusqu'au bout. Il continuait de travailler, continuait de rester à Liosvik, continuait de la regarder comme si son cœur la comptait encore pour sienne. Et un jour, sur la grève, devant les gens, il dit ce qu'on ne reprend pas. Il s'approcha de Sten, sans armes, mais avec un regard droit, et parla assez fort pour être entendu de ceux qui se tenaient là. « Tu t'es mêlé d'une vie qui était déjà promise. Tout le monde le savait. Ce n'était pas en secret. » Sten ne s'emporta pas. Il ne haussa pas la voix. Il répondit simplement, et pourtant, autour, le silence tomba. « Je ne m'en suis pas mêlé, dit-il. J'étais là quand il n'y avait personne. Et je ne renoncerai pas à la femme que j'aime, parce que le passé revient réclamer son dû. » Arvid fit un pas de plus. « Pour moi, c'est une offense à l'honneur, dit-il. Je suis parti en mer, en sachant qu'on m'attendait. » Sten soutint son regard. « Et pour moi, c'est une offense à l'honneur, qu'on me dise que ma vie et ma maison ne valent rien, répondit-il. Je ne l'ai pas volée. Elle a choisi. » Autour d'eux, les gens se turent. Ils comprenaient. De telles paroles ne se dissolvent pas. Elles exigent une réponse. Et plus cette réponse tarde, plus la tension gonfle, plus le malheur devient proche. Cygne apprit tout en dernier. Non qu'on voulût la tromper, personne n'osait lui dire. Mais les mots, comme toujours dans un petit village, finirent par arriver. Elle alla vers la grève, les trouva là où les hommes se rassemblaient, et se plaça entre eux, comme entre deux feux. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une telle puissance que même les plus curieux se calmèrent. « Vous n'avez pas le droit, dit-elle. Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là, comme si j'étais une chose qu'on peut tirer à soi avec une corde. » Arvid la regarda, et une douleur passa sur son visage. « Je ne veux pas te faire plus de mal, dit-il. Je veux reprendre ce qu'on m'a pris. » Cygne inspira vivement. « Personne ne t'a rien pris, dit Cygne. Tu es parti, et tu n'es pas revenu à temps. » Sten se tenait calme, mais dans sa voix, il y avait de l'acier. « Je ne reculerai pas, dit-il. Pas parce que je veux gagner, parce que j'aime. » Arvid hocha brièvement la tête, comme un homme qui a pris sa décision depuis longtemps. « Alors que ce soit la loi de l'honneur qui tranche, dit-il. » Les mots restèrent suspendus, lourds comme un filet gorgé d'eau. On échangea des regards, certains détournèrent les yeux, car tous savaient ce que cela signifiait. Cygne se tenait entre eux et comprenait que le monde venait de s'engager sur une route dont on revient mal. Ses mains tremblaient, mais elle ne le montra pas. Elle regarda Arvid, puis Sten, et dit bas, presque un souffle, assez pourtant pour qu'ils l'entendent tous deux. « Si vous faites cela, il n'y aura plus de vie d'avant, pour personne. » Arvid ne répondit pas tout de suite. « Il n'y a déjà plus de vie d'avant, » dit-il enfin. Et dans cette phrase, il y avait tout ce qui rendait le lendemain glacé dans la poitrine. Désormais, il ne restait plus qu'une chose. La grève, les limites tracées, les armes, et un choix qu'on ne ferait pas avec des mots, mais avec le silence du cœur. La nuit qui précéda le duel fut plus silencieuse qu'à l'ordinaire à Liosvik. Non que la mer se fût calmée, mais les voix humaines s'étaient faites basses, comme si l'on craignait de réveiller le destin. Même les chiens aboyaient rarement, et ce rare aboiement sonnait comme un avertissement. Dans les maisons,
On éteignit tôt le feu. Les femmes couchèrent les enfants sans compte. Les hommes affûtèrent des couteaux, remirent en ordre les boucliers. Non pour un Holmgang, mais comme on le fait toujours quand le danger se tient sur la ligne d'horizon. Signe dormit à peine. Elle resta allongée près de Sten, à écouter son souffle régulier. Il ne prétendait pas que tout allait bien, mais ne tournait pas non plus dans la maison comme une bête prise au piège. À un moment, il se tourna vers elle, comme s'il avait senti qu'elle ne dormait pas. « Tu crois que j'ai accepté cela par orgueil ?» dit-il doucement. Signe se tut longtemps, puis répondit honnêtement. « Je crois que vous avez accepté cela, tous les deux, par douleur. Et c'est ce qui me fait le plus peur. » Sten ne contesta pas. « Je ne veux pas qu'on t'arrache d'un côté et de l'autre, » dit-il. « Je veux que tu aies la possibilité de vivre en paix. Si cela pouvait se régler par des mots, je le réglerais par des mots. Mais lui n'entend pas les mots. » Signe ferma les yeux et dit ce qu'elle se répétait depuis longtemps, mais qui, prononcé à haute voix, avait un autre goût. Il entend. Seulement, il a vécu trop longtemps avec une seule pensée. Maintenant, cette pensée est comme un os dans sa gorge. Sten se tut, puis posa sa main sur la sienne. Sans force, sans geste de propriétaire, comme un homme qui soutient l'autre pour qu'il ne tombe pas. « Je ne te promets pas des comptes, » dit-il encore, égal. « Je t'ai promis d'être là. Et je suis là. » Signe serra ses doigts et sentit monter en elle une chaleur dense, silencieuse. Ce n'était pas l'incendie de la jeunesse, pourtant cela donnait envie de vivre. Et aussitôt, au même endroit, la culpabilité levait la tête. Comme si aimer Sten revenait à fermer pour de bon la porte à Arvid. Le matin fut froid et clair. Un de ces jours de mer où l'air est transparent et l'eau noire comme du métal. Les gens se mirent en route tôt, sans en parler à haute voix. Ils sortaient des maisons, allaient vers la grève où l'on étendait déjà des pots et où l'on marquait les limites. Les hommes se tenaient en petits groupes. Les femmes restaient un peu plus loin, mais tout de même proches. Car on ne se cache pas d'une chose comme celle-là. Cela concernait tout le monde. Dans un petit village, un duel d'honneur n'est jamais seulement l'affaire de deux hommes. C'est l'affaire de la communauté entière, qui devra vivre avec le résultat. Signe ne vint pas la première. Elle marcha lentement, comme si chaque pas lui ôtait une chance de rebrousser chemin. Elle avait une cape chaude, les cheveux attachés, le visage calme, mais ses mains la trahissaient. Ses doigts se fermaient et s'ouvraient, comme si elle essayait de retenir quelque chose d'invisible. Elle s'arrêta à l'écart, là où elle ne gênerait personne, mais d'où elle voyait tout. Au-dedans, elle avait le sentiment d'être au bord d'un précipice. Ensuite, ce serait la chute, d'un côté ou de l'autre. Arvid arriva au lieu du duel, comme s'il y avait été attendu depuis l'aube. Il se tenait droit, le visage rassemblé, le regard dur. Il ne souriait pas, ne cherchait pas d'appui dans des yeux amis. En lui, il y avait la même obstination qui autrefois luisait dans la grande salle. Seulement, désormais, elle s'était refroidie, durcie, adultée. Il s'approcha de la limite, balaya la foule du regard, et ce regard disait « Je ne crains pas votre jugement ». Il ne craignait qu'une chose, que son amour fût plus faible que le temps. Sten parut plus tard, égal à lui-même, calme, posé. Il n'avait pas l'air d'un homme qui veut vaincre par fierté. Il avait l'air d'un homme qui accepte une nécessité lourde. Avant de se placer, il vint vers Signe et lui dit bas
Tu n'es pas obligé de regarder si tu ne veux pas. Signe répondit aussi bas, mais fermement. Je le suis, parce que c'est de moi qu'il s'agit. Et parce que je ne veux pas vivre ensuite comme si cela n'avait pas existé. Sten hocha la tête. Une seconde, dans ses yeux, passa quelque chose de tendre, presque reconnaissant. Puis il se détourna et alla vers la limite. Quand ils se retrouvèrent face à face, la grève sembla se taire. Les mouettes tournaient et criaient au-dessus de l'eau, mais leurs cris paraissaient lointains, étrangers aux hommes. Le vent tirait au bord des capes, soulevait des mèches de cheveux, comme s'il cherchait à savoir qui tremblerait le premier. Signe restait debout, et son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Le premier échange fut vif, bref, sans cruauté inutile. Arvid était plus léger, plus rapide. Il avait l'habitude du combat, du danger, de ces secondes qui décident. Il attaquait d'un coup sec, comme une vague qui frappe soudain la roche. Sten se tenait plus dense, plus lourd, sans se précipiter, comme s'il ne comptait pas sur un beau coup, mais sur le fait d'endurer. Il parait avec calme, et ce calme avait quelque chose d'effrayant. Il ne cherchait pas à briller, il cherchait à rester vivant, et à garder ce qui était à lui. La foule ne criait pas, les gens se tenaient en silence. Ce n'était pas un jeu, pas un spectacle. C'était une mise qu'on n'osait pas dire tout haut. Singh sentait ce silence sur sa peau. Il pesait sur ses épaules plus que le vent. Arvid tenta plusieurs fois de prendre l'avantage. Dans chacun de ses mouvements, il n'y avait pas de haine contre Sten, mais le besoin de prouver qu'il était encore digne. Comme s'il combattait non seulement un homme, mais le temps lui-même. Mais Sten ne le laissait pas s'emporter. Il le recevait d'une main sûre, éteignait l'élan, comme une vague éteint un feu sur le rivage. À un moment, ils se rapprochèrent, et Signe vit leur visage de tout près. Chez Arvid, les dents serrées et ce regard tenu en laisse. Chez Sten, les mâchoires tendues et une colère calme qui ne laissait pas sortir. Signe n'arrivait plus à respirer correctement. Elle avait l'impression que si elle inspirait trop fort, un cri lui monterait. Elle ne voulait pas crier. Elle ne voulait pas que sa voix devienne une pièce de leur duel. Elle resta là, les mains serrées jusqu'à blanchir les doigts, et comprit. Quoi qu'il arrive ensuite, la vie d'avant n'existe plus. Elle est déjà partie. Le duel continua. Arvid était plus furieux, et cette fureur, par instant, lui donnait l'avantage. Sten était plus solide, et cette solidité, par instant, le sauvait d'une faute. À un moment, Arvid fut touché. Rien de vaste, mais assez pour qu'on le voie, et dont la foule passa un souffle bref, retenu. Arvid ne grimaça même pas. Il devint seulement plus âpre, comme si la douleur lui rappelait tout ce qu'il avait déjà traversé, et tout ce qu'il se sentait prêt à endurer encore. Sten réussit à le faire tomber. Ce fut soudain, sans beauté, mais sûr, comme dans une vraie lutte. Un pas, une pression, et Arvid se retrouva sur un genou, puis à terre. Une seconde, Signe cessa d'entendre le monde. Dans sa poitrine, le fond sembla se dérober. Sten se tenait au-dessus de lui. Il avait la possibilité d'en finir vite. Et c'est à cet instant que Signe vit en Sten non seulement son mari, son appui, mais un homme qui pouvait devenir meurtrier si la vie le poussait. Elle comprit qu'elle ne survivrait pas à l'idée que l'un d'eux meure par elle. Non parce qu'elle serait faible, parce qu'elle refusait de porter cela. Arvid releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et Signe vit qu'il comprenait, lui aussi. Il aurait pu se relever, continuer, arracher une victoire à coups de rage. Mais dans ce regard, il y avait autre chose. Il ne regardait pas Sten. Il regardait Signe. Elle fit un pas en avant,
Pas une course, pas une crise, un seul pas, et il résonna plus fort qu'un cri. Elle ne dit rien, mais Arvid reçut la réponse avant les mots. Il vit celui qu'elle craignait de perdre davantage. Et, plus terrible encore, il vit celui qu'elle avait choisi pour vivre à ses côtés. Arvid abaissa lentement son arme. Il ne la jeta pas, ne la laissa pas tomber. Il l'abaissa, comme un homme qui décide en pleine conscience. C'était une défaite. Mais ce n'était pas une humiliation. Il se redressa lentement, se tenant droit malgré la douleur qui commençait à se lire sur son visage. « Je voulais prouver que j'étais digne, » dit-il d'une voix rauque. « Mais je ne veux pas que tu vives avec ma mort sur les mains. » Signe resta immobile. Aucune larme ne coulait sur ses joues. Et pourtant, son regard avait l'humidité des choses qu'on retient. Elle fit un autre pas, puis s'arrêta. Entre eux, la frontière demeurait. Sten abaissa son arme à son tour. Il ne triomphait pas. Sa victoire avait le poids d'un filet mouillé. Il s'approcha d'Arvid et lui tendit la main. « Débo, » dit Sten, « on doit partir sur ses propres jambes. » Arvid fixa cette main, puis Sten. Une seconde, son visage laissa passer de l'étonnement, comme s'il s'attendait à autre chose. Puis il la prit et se releva. Les gens sur la grève virent cela, et un changement entra dans leur silence. Pas de joie, pas d'approbation, plutôt du respect pour ce qui ne s'était pas changé en boucherie. Après le duel, le village se dispersa vite. Personne ne voulait traîner sur la grève, comme si l'air lui-même y avait été imprégné de la douleur des autres. Signe rentra avec Sten, et le chemin lui parut plus long que d'habitude. La maison était chaude, pourtant elle avait froid. Sten ne parla pas beaucoup. Il lui versa de l'eau, posa le bol près d'elle, s'assit, puis seulement dit « Tu es vivante, c'est l'essentiel. » Signe le regarda et ne répondit pas tout de suite. « Je ne sais pas comment vivre maintenant, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression de m'être déchirée en deux. » Sten secoua la tête. « Tu ne t'es déchiré personne, » répondit-il. « C'est la vie qui t'a tiré, et tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. » Signe baissa les yeux. En elle, l'amour pour Arvid était encore là, mais il avait changé. Il ne réclamait plus, il n'appelait plus. Il ressemblait à un vieux chant qu'on connaît par cœur et qui, malgré tout, fait parfois mal. 2 jours plus tard, elle le trouva au débarcadère. Le soleil tombait doucement, les mouettes volaient en criant comme toujours. Signe s'assit sur les planches, émietta du pain rassis et le lança aux oiseaux. Elle aimait les regarder se quereller pour les miettes. Ce n'était pas de la méchanceté, seulement la vie. Arvid ne s'approcha pas tout de suite. Il resta à distance, comme s'il demandait la permission par sa seule présence. Puis, il vint s'asseoir près d'elle, en laissant entre eux un peu d'air. « Tu n'aurais pas dû venir à la grève, l'autre jour, » dit-il bas. Signe regarda l'eau, puis lui. « Je le devais, » répondit-elle. « Sinon, vous auriez décidé de ma vie sans moi. » Arvid acquiesça. « J'étais en colère, » avoua-t-il. « Pas contre toi même, contre ce qui a disparu. Contre le fait d'avoir survécu, pour arriver trop tard. » Signe lança un autre morceau de pain vers une mouette et dit calmement, presque pour elle-même, « Le passé tire comme un filet. Si on le garde trop longtemps entre les mains, il coupe. Si on le lâche d'un coup, il reste une cicatrice. » Arvid eut une brève moue, sans rire. « Tu as toujours su dire des choses qui donnent envie de se taire et d'écouter. » Signe se tourna vers lui. « Toi aussi tu as changé, dit-elle.
mais tu restes celui qui tient parole, même si la parole est arrivée trop tard. Arvid la regarda longtemps. « Je t'ai vraiment aimé, dit-il, et je t'aime. Seulement, maintenant je comprends que l'amour ne veut pas toujours dire être ensemble. » Signe sentit sa gorge se serrer, mais sa voix tint bon. « Je t'ai aimé moi aussi, alors, dit-elle. C'était vrai, mais je suis devenue une autre. Et ma vie est ici, avec Sten. Il n'est pas parfait, mais il est ma maison. » Arvid baissa les yeux, comme s'il encaissait le coup. Puis il expira, et cet expire n'était pas une capitulation, mais une délivrance. « Je ne veux pas être ta blessure, dit-il, et je ne veux pas que tu sois la mienne. » Signe hocha la tête. Dans ce geste, il y avait un pardon sans mots. Ils s'étreignirent, simplement, humainement, sans la tension qui, jusqu'alors, pendait entre eux. Ce n'était pas une promesse, c'était un adieu qui, enfin, cessait d'être une guerre. Arvid quitta Ljósvík sans être brisé. Il connaissait la mer, le métier, les langues et les routes des autres, et cela lui laissait une chance de devenir autre chose qu'un guerrier revenu trop tard. Il partit là où son adresse à travailler l'argent et la pierre serait utile, là où son passé ne stationnerait pas au bord de chaque puits. Avec le temps, il devint un homme respecté pour le commerce et l'ouvrage. Il pensait parfois à Signe, mais sans la douleur de jadis, avec une tristesse chaude, comme pour un premier printemps qu'on ne ramène pas, mais qu'on peut garder en soi. Signe resta avec Sten. Leur vie ne devint pas une chanson qu'on répète à chaque fête, elle devint solide, comme une maison bien montée. Ils agrandirent l'exploitation, bâtirent encore, apprirent à se parler plus vrai, car après une épreuve pareille, le mensonge ne tient pas. Signe desserra peu à peu ce qui lui serrait le cœur, et comprit, elle n'avait pas trahi l'amour. Elle l'avait vécu jusqu'au bout, puis l'avait laissé partir, pour pouvoir continuer. Et le soir, quand le feu brûlait dans la maison et que la mer grondait derrière les murs, ce grondement ne posait plus de questions. Ce n'était plus qu'un temps qui avance, change les gens, prend une chose et en laisse une autre. Et l'amour, qui parfois ne reste pas à côté, mais demeure tout de même une force, non pour détruire, mais pour tenir un être debout.